Une date. 1er novembre 2019. Pas de cyberattaque. Pas de paquet de sanctions. Pas de rupture diplomatique qui a coupé les connexions du jour au lendemain. Une loi. Signée, publiée et entrée en vigueur un mardi matin à Moscou. Exigeant que chaque fournisseur de services Internet opérant sur le territoire russe installe un équipement spécifié par le gouvernement, à chaque point où le trafic réseau russe entrait ou sortait du pays. Un équipement qui permettrait à une autorité centralisée d'observer, de filtrer, de rediriger ou de couper complètement le trafic. À la demande. Sans préavis. Sans appel. Internet n'a pas été conçu pour répondre à cette exigence. Il a été conçu spécifiquement pour la contourner. L'architecture originale de l'Internet mondial distribuait les décisions de routage à travers des milliers de nœuds indépendants. Précisément parce que le contrôle centralisé était le mode de défaillance que le système était conçu pour éliminer. Pas de point unique d'autorité. Pas de point unique de défaillance. Le trafic trouve son propre chemin à travers l'infrastructure fonctionnelle, automatiquement, sans instruction humaine. Le système a été testé en cas de stress en supposant qu'un nœud, une connexion ou une partie de la taille d'un pays pouvait disparaître. Et le reste continuerait à router autour du vide en quelques secondes. La Russie a décidé de tester cette hypothèse de l'intérieur. 100 millions d'utilisateurs d'Internet russe. La 11e plus grande économie du monde. Une nation dont les systèmes financiers, les contrôles industriels, l'infrastructure médicale et les communications militaires fonctionnent sur la même architecture réseau. Le même réseau qui transporte des vidéos de chat et du journalisme d'opposition. Un pays plus profondément intégré dans l'infrastructure numérique mondiale que toute nation ayant tenté quoi que ce soit ressemblant au 1er novembre 2019. Ce n'était pas la Corée du Nord fermant une frontière qui n'avait jamais été réellement ouverte. Ce n'était pas l'Iran filtrant un réseau qui était toujours partiellement contrôlé. C'était une puissance nucléaire tentant d'ajouter un interrupteur de souveraineté à son infrastructure. Une infrastructure conçue dès le premier jour pour rendre les interrupteurs de souveraineté impossibles. Internet a été conçu pour survivre à une guerre nucléaire. La Russie a décidé de tester cette hypothèse de l'intérieur. Les solutions évidentes ont été modélisées, chiffrées et discrètement écartées avant que la loi ne soit annoncée publiquement. Se déconnecter complètement. Sceller la frontière comme la Corée du Nord a scellé son réseau. Techniquement réalisable. Économiquement catastrophique d'une manière que l'isolement de la Corée du Nord n'a jamais été. Les institutions financières russes traitent des transactions internationales nécessitant un échange de données en temps réel continu avec des contreparties dans 40 pays. Les installations industrielles russes fonctionnent avec une technologie opérationnelle connectée à des systèmes de support de fournisseurs en dehors des frontières russes. Le modèle nord-coréen coûte très peu à la Corée du Nord car elle n'avait presque rien à perdre. La Russie a passé 30 ans à construire exactement le type d'intégration qui rendait la déconnexion totale indistinguable de l'autodestruction économique. Adoptez le modèle chinois. Construisez un grand pare-feu. Filtrez à la frontière, bloquez ce que l'État désapprouve, laissez tout le reste circuler. La Chine a commencé à construire cette architecture en 1998, avant que sa pénétration Internet n'atteigne 10%, avant que son économie numérique n'existe de manière significative. L'infrastructure de filtrage a grandi avec le réseau qu'elle filtrait. Elles ont été conçues ensemble dès le départ. La Russie s'est engagée dans l'ouverture à la place, de manière bruyante, répétée, pendant 25 ans. La pénétration Internet en Russie a atteint 80% avant que le filtrage ne devienne une politique sérieuse. Les citoyens avaient construit des entreprises, des comportements financiers et des routines quotidiennes autour d'un réseau qui fonctionnait sans ingérence systématique de l'État. Adapter un système de style chinois à cette réalité existante signifiait une modification comportementale à l'échelle de la population, imposée à 100 millions de personnes qui se souvenaient clairement de l'alternative. Pression diplomatique sur les plateformes. Exiger que Google et Meta se conforment aux lois russes sur le contenu. Cela a été tenté pendant une décennie. Cela a produit une conformité partielle et la découverte fondamentale que les entreprises privées basées en Californie ne répondent pas de manière fiable au gouvernement. 3 directions, 3 impasses. La seule réponse était de construire un Internet parallèle sous l'existant. Silencieux. Invisible. Prêt à fonctionner seul au moment où tout lien entre la Russie et le reste du monde serait coupé simultanément. Quelqu'un devait réellement installer l'équipement et commencer à rediriger le trafic.
Le système construit par la Russie a un nom qui n'apparaît pas dans la littérature d'ingénierie occidentale. TSPU. Technicheskiye Sredstva Protivodeyствия Ugrozam. Moyen technique pour contrer les menaces. Le nom est bureaucratique. Le matériel ne l'est pas. Les dispositifs TSPU sont des boîtiers physiques, installés à chaque point où le trafic Internet russe traverse une frontière réseau. À chaque point d'échange Internet majeur, à chaque connexion entre les FAI russes et l'infrastructure de routage mondial. Pas de logiciel, pas de documents de politique. Matériel physique, fixé dans des racks de serveurs, tirant de l'énergie, traitant chaque paquet de données circulant dans l'Internet russe en temps réel. La technologie à l'intérieur de ces boîtes s'appelle l'inspection approfondie des paquets. Elle lit non seulement l'adresse sur l'enveloppe, mais aussi la lettre à l'intérieur. Les équipements de routage standard voient un paquet de données, lisent l'adresse de destination et le transmettent en conséquence. Les équipements DPI ouvrent le paquet, examinent le contenu et le comparent à une base de données de signatures interdites constamment mise à jour, et prennent une décision en quelques millisecondes. Transmettre, bloquer, ralentir, rediriger. La décision se prend plus vite que n'importe quel humain ne pourrait l'autoriser, automatiquement, sur chaque connexion simultanément. La Russie a obtenu cet équipement auprès de plusieurs fournisseurs. Les spécifications techniques nécessitaient une capacité de traitement suffisante pour gérer l'ensemble du trafic Internet national, sans introduire de latence, que les utilisateurs pourraient détecter. Un filtre invisible qui ralentit Internet est un filtre qui annonce sa propre existence. L'exigence d'ingénierie était la transparence dans l'expérience utilisateur et l'opacité dans la couche de surveillance simultanément. Runet a ajouté une architecture parallèle en dessous. Un système de noms de domaine alternatifs, maintenu sur des serveurs situés sur le territoire russe, capable de résoudre les adresses Internet russes sans interroger l'infrastructure DNS mondiale. Si le système mondial devenait inaccessible, les utilisateurs russes pourraient toujours accéder aux services russes. L'Internet domestique continuerait de fonctionner comme un organisme indépendant. 94 points de présence, couvrant chaque échange Internet significatif sur le territoire russe, construit en 18 mois. Le réseau ne s'en est pas rendu compte. La couche de contrôle est apparue en dessous comme une ombre qui avait toujours été là. Le système est devenu opérationnel. La question à laquelle personne n'a répondu publiquement était de savoir s'il fonctionnait. Le 24 février 2022 a produit le plus grand test de stress réel de la souveraineté Internet russe. Les architectes du système TSPU avaient affirmé qu'ils construisaient vers cela. Dans les 72 heures suivant l'invasion, les entreprises technologiques occidentales ont commencé à retirer leurs services du territoire russe. Cette séquence n'avait été pleinement modélisée par aucun document de contingence. Apple Pay suspendu. Google Pay suspendu. Visa et Mastercard ont gelé le traitement des transactions russes. Meta bloqué. Twitter a été ralenti puis bloqué. L'App Store a cessé de traiter les paiements russes. Adobe a suspendu les licences. Le logiciel utilisé par les architectes russes pour concevoir des bâtiments a cessé de fonctionner en plein projet. Roskomnadzor, l'agence fédérale responsable du système de filtrage, a répondu en bloquant les plateformes occidentales restantes. Instagram a disparu, Facebook a disparu. Le service russe de la BBC a disparu. L'infrastructure de filtrage a été installée et testée pendant 3 ans. Elle a été activée à grande échelle pour la première fois dans des conditions réelles. Les statistiques du trafic VPN de cette semaine ont détruit le récit selon lequel le système fonctionnait comme prévu. Les téléchargements de VPN russes ont augmenté de 2000% dans les 72 heures suivant l'invasion. Pas 200%. 2000. La population que le système de filtrage était censé gérer a immédiatement contourné celui-ci. Ils ont utilisé des outils ne nécessitant aucune expertise technique ou connexion souterraine. L'installation a pris pas plus de 4 minutes sur un smartphone standard. La comparaison avec le grand pare-feu de Chine est instructive, car elle est très défavorable. La Chine réprime l'utilisation des VPN par des interférences techniques et des conséquences légales. Cela rend le contournement vraiment coûteux pour les utilisateurs ordinaires. La Chine a commencé à construire son filtrage avant que sa population n'attende un accès non filtré. L'application de la loi en Chine est suffisamment cohérente pour être crédible. Le système de la Russie a hérité d'une population qui connaissait déjà Internet non filtré.
Ils y tenaient suffisamment pour passer 4 minutes à le récupérer lorsqu'il a disparu. 70 milliards de dollars ont construit un système contrôlant ce que la population conforme voit. Il échoue à contrôler ce que la population non conforme fait. La population conforme n'a jamais été la préoccupation en matière de sécurité. Elle ne l'est jamais. Ce n'est pas un pare-feu. C'est un argument de souveraineté inscrit dans les fichiers de configuration des routeurs. L'équipement est réel. Le filtrage est réel. Les 70 milliards de dollars ont disparu, répartis entre les serveurs et les agences de régulation. 18 mois de travaux d'installation ont touché tous les points d'échange Internet significatifs sur le territoire russe. Le système fonctionne. Il bloque ce qu'il a été configuré pour bloquer. Il limite ce qu'il a été configuré pour limiter. Il maintient l'architecture de routage alternative qui permettrait de garder l'Internet domestique russe en vie. Cela se produirait si chaque connexion au monde extérieur était coupée simultanément. Le monde extérieur est toujours connecté. Le filtre est en marche. 2000% de Russes, en plus qu'auparavant, utilisent des logiciels VPN. Ils utilisent des VPN pour lire des choses que le système a été conçu pour leur interdire. Les terminaux Starlink sont entrés en Ukraine quelques jours après l'invasion. Ils ont démontré quelque chose pour lequel l'architecture TSPU n'a pas de réponse technique. Une connexion Internet par satellite ne traverse pas une frontière terrestre. Elle ne passe pas par un point d'échange Internet où une boîte physique peut l'inspecter. Il arrive de l'orbite, directement, à une antenne assez petite pour tenir dans un sac à dos. Cela contourne chaque couche d'infrastructure de filtrage au sol pour laquelle 70 milliards de dollars ont été dépensés. La Russie peut brouiller les signaux satellites sur le territoire qu'elle contrôle physiquement. Le brouillage nécessite de savoir où se trouvent les terminaux. Les terminaux qui tiennent dans des sacs à dos se déplacent. L'architecture de filtrage a été conçue contre un Internet qui circule par câble. L'Internet a appris à voyager dans le ciel. Les ingénieurs qui ont construit le système TSPU utilisent des VPN. Ce n'est pas une allégation. C'est un comportement documenté confirmé par les mêmes outils d'analyse de trafic que le système utilise. Les personnes qui ont conçu l'argument de souveraineté ont porté un jugement privé sur sa valeur. Ils ont tiré une conclusion différente de celle que leur employeur leur a demandé de mettre en œuvre. Ce n'est ni de la barbarie ni de la négligence. C'est une préparation intentionnelle pour que les oiseaux puissent manger, parce que les oiseaux, les vautours, sont le sens du rituel. Dans le bouddhisme tibétain, le corps après la mort est une coquille vide. La conscience est partie. Ce qui reste n'est que matière, qui peut maintenant servir aux êtres vivants. Le donner aux oiseaux est le plus grand acte de générosité. Le dernier cadeau qu'un homme fait au monde. Les vautours apparaissent dès que le rituel commence. Parfois, même avant. Les locaux disent que les oiseaux sentent la mort quelques heures à l'avance. Ils tournent au-dessus de l'endroit avant même que le corps soit apporté. Lorsque le Roc-P termine les préparatifs et se retire, les oiseaux descendent, des dizaines, parfois plus d'une centaine. En 1 heure, il ne reste presque rien du corps. Si les vautours ne viennent pas, c'est un mauvais signe. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, avec le corps, avec le rituel, avec la personne qui est enterrée. Dans ce cas, le Roc-P doit attendre. Parfois, toute la journée. Seul, sur une pente dégagée, près de celui qui repose sur la pierre. Un vieux Roc-P, dont les paroles ont été enregistrées par le tibétologue Matthew Eckstein dans les années 90, racontait. En ces jours-là, il parle avec le défunt. Juste comme ça, pour qu'il ne se sente pas abandonné dans l'attente. Ce rituel existe depuis plus de 1000 ans. Il est pratiqué aujourd'hui. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, quelque part sur une pente tibétaine, un Roc-P fait son travail. Et les vautours volent. 5e secret. Des gens que l'altitude ne touche pas. Revenons aux vivants, plus précisément à la durée de leur vie. Dans les communautés tibétaines en haute altitude, situées au-dessus de 4000 mètres, les chercheurs constatent un pourcentage disproportionné de centenaires. Des personnes qui ont dépassé 90 ans et continuent à garder du bétail, à marcher sur de longues distances et à conserver leur clarté d'esprit. MERS 2012. Ebola 2014. Chacune a généré des financements d'urgence, des groupes de travail d'urgence, des conférences de presse d'urgence. Chacune a été suivie d'un retour lent et silencieux à l'indifférence institutionnelle. Covid a brisé ce schéma uniquement parce qu'il était trop grand et trop rapide. Il n'a pas permis au cycle de se compléter.
le hantavirus n'a jamais été aussi important. Pas encore. Voici ce que les modèles épidémiologiques disent d'un scénario pessimiste. Ce scénario n'est pas théorique. Le virus des Andes se transmet actuellement entre humains de manière inefficace. Un contact étroit, une exposition prolongée, des espaces confinés sont nécessaires. Le navire de croisière était presque une expérience contrôlée dans des conditions de transmission optimales. Même là, la propagation est restée limitée. Mais l'efficacité n'est pas une propriété biologique fixe, c'est une variable. Chaque événement de transmission de l'homme à l'homme est une opportunité pour une erreur de réplication. C'est aussi une opportunité de mutation. Le virus peut tomber sur une configuration qui le rend meilleur pour se déplacer entre les personnes. Un léger mieux suffit. La grippe de 1918 se transmettait légèrement mieux que ses prédécesseurs. Cet léger avantage a tué 50 millions de personnes avant de se propager dans la population. Les virologues ne prédisent pas un tel résultat pour le hantavirus. Ils affirment que la distance entre le pathogène actuel et une version dangereuse n'est pas aussi grande que le public le suppose. Le moment de réduire cette distance avec un vaccin est avant que la mutation ne se produise. Les mathématiques de la prévention sont brutales dans leur clarté. Un programme de développement de vaccins financé aujourd'hui à grande échelle pourrait produire un vaccin contre le virus des Andes déployable dans 2 à 3 ans. L'ampleur de la réponse à la Covid a montré qu'elle est réalisable lorsque la volonté politique existe. Le coût de ce programme se chiffrerait entre 1 et 3 milliards de dollars. Le coût économique estimé d'une pandémie modérée de hantavirus s'élève à des dizaines de trillions. Cette pandémie atteindrait l'efficacité de transmission de la grippe saisonnière tout en conservant un taux de mortalité de 38%. Ce calcul est resté dans des publications académiques pendant des années. Il n'a pas fait bouger les choses. Le scénario n'existe que dans des modèles. Les modèles ne génèrent pas la peur nécessaire pour influencer les budgets. Des passagers décédés sur un navire de croisière, en revanche, le font. 3 personnes sont déjà mortes. Leurs noms ont été rapportés, puis discrètement retirés de la couverture médiatique. L'histoire s'est déplacée vers la logistique, l'itinéraire du navire et les demandes de débarquement. Les morts deviennent un arrière-plan. Les vivants deviennent des points de données sur une carte de traçage des contacts. Quelque part dans un congélateur dans le Montana, dans un laboratoire à Séoul, dans un sous-sol universitaire à Buenos Aires un candidat vaccin attend. Il n'a jamais dépassé les essais préliminaires. Il est conservé à moins 80 degrés, stable et intact. Il attend le moment où le financement arrive pour le prendre au sérieux. Ce moment pourrait être maintenant, où le navire accostera et les patients seront libérés ou non. L'OMS va réduire l'évaluation des risques. Les demandes de subventions reprendront leur cycle de 18 mois. Les flacons congelés continueront d'attendre. Le virus n'a pas de préférence. Il n'a aucun intérêt dans le résultat. Il existe dans les prairies de la Patagonie, dans les corps d'animaux qui ne liront jamais une évaluation des risques, qui n'assisteront jamais à une réunion de comité de financement, qui ne comprendront jamais que la seule chose qui sépare leur biologie d'une catastrophe mondiale est une décision politique qui est sur le point d'être prise. Le MV Hondius atteindra le port. La passerelle sera abaissée. Et quelque part dans la poussière d'une cabane isolée le long d'une route dans le sud de l'Argentine, un rongeur se déplacera dans l'obscurité, portant ce qu'il a toujours porté, attendre la prochaine personne qui ne sait pas être prudente.